Bonjour ou bon après-midi, je suis Anne Maitland, je suis professeur à Mount Sinai dans la division d'immunologie, département de médecine. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui de cellules qui ont été identifiées il y a 100 ans et ces fonctions, par contre, sont devenues apparentes que la dernière décennie. Et on dirait qu'il y a une grande connexion entre les mastocytes, nous parlons des mastocytes, et le dysfonctionnement du tissu conjonctif des personnes qui souffrent de SED, de syndrome de l'or dans l'os. Donc je vais vous parler de l'activation mastocytaire. Voilà une perspective à résumer. Nous allons parler des mastocytes, quels sont leurs ordres habituellement, et que se passe-t-il si cette fonction mastocytaire ne se passe pas bien. Nous allons voir aussi les problèmes liés à l'activation mastocytaire et le tissu conjonctif. Que font les mastocytes? Eh bien, les mastocytes ont été identifiés il y a 100 ans, plus ou moins. Ce sont ces cellules isolées qui sont dans une mer de tissu conjonctif. Et la seule chose qui était connue des mastocytes avant 1989, c'était qu'il y avait des troubles mastocytaires de nature clonale, la mastocytose. Et en 1989, il a été identifié que les mastocytes étaient des médiateurs des réactions allergiques grâce à un travail qui a été fait à ce moment-là. Pour la plupart des allergologistes et d'autres spécialistes impliqués avec les troubles allergiques ou de l'hypersensibilité, c'est que les mastocytes sont associés avec des niveaux d'immunoglobine E, la IgE, et lorsqu'il y a des pathogènes, plusieurs types de symptômes, un éventail de symptômes vont être créés en fonction d'où se trouvent ces allergènes. On peut avoir des éternuements, des toux, des éruptions cutanées. Donc, je dirais qu'au début des années 2000, on a vraiment commencé à voir qu'il y avait des personnes qui se plaignaient de troubles de l'hypersensibilité, indépendamment du fait d'avoir des troubles digestifs, dermatologiques, ils avaient les voies aériennes qui se fermaient. Des personnes se plaignaient de migraines, de douleurs articulaires en même temps. Ils allaient à l'allergologue et ils disaient « mais non, ce sont seulement des allergies ». Par contre, après les tests, donc avec des tests sur la peau ou des tests dermatologiques, avec des tests sanguins, eh bien, les résultats étaient négatifs. Donc, on les dérivait vers d'autres praticiens pour essayer de voir qu'est-ce qui pouvait provoquer ces symptômes dermatologiques, leurs problèmes digestifs, leurs changements d'humeur, leurs migraines, ou même des problèmes urinaires à certaines reprises. Ceci implique que beaucoup de patients allaient voir différents praticiens simplement pour voir si c'était une inflammation allergique ou si c'était l'activation mastocytaire qui provoquait ces symptômes. Beaucoup de ces patients n'obtenaient pas de résultats malgré leur consultation à différents spécialistes. Le médecin traitant disait non, mais vous allez très bien, ou alors d'autres spécialistes disaient non, mais c'est votre anxiété, vous êtes déprimé, voilà un antidépresseur. Et des personnes pensaient qu'ils devenaient fous alors qu'ils avaient ces symptômes constamment et les personnes leur disaient qu'ils étaient bien, mais eux savaient que ce n'était pas le cas et ils ne savaient pas vraiment à quoi étaient dus leurs symptômes. Donc, j'aimerais vous parler de ce que font les mastocytes pour essayer de comprendre que maintenant, et d'ailleurs tous les spécialistes le voient, c'est quelque chose que les médecins traitants connaissent, les spécialistes, et que les mastocytes peuvent créer des problèmes sur différents systèmes. La possibilité, enfin comment faire en sorte que ça se passe mieux? Eh bien, il faut avoir un spécialiste ou un médecin traitant qui comprenne l'activité des mastocytes, ce que font et ne font pas les mastocytes. Parlons de ce que sont les mastocytes. C'est une cellule du système immunitaire qui est solitaire dans une mer de tissus conjonctifs. Dans le cytoplasme, nous voyons des granules qui contiennent des agents chimiques comme la histamine, l'héparine, des facteurs d'activation des plaquettes qui font beaucoup de choses dans les personnes en fonction de leur libération, si cette libération se passe bien ou pas.
Les mastocytes ne se trouvent donc pas dans le sang. Elles viennent de la moelle épinière, d'une cellule progénitrice. Et quand une cellule progénitrice migre dans le sang pour arriver aux autres parties, aux autres issues, eh bien, les mastocytes auront une fonction en fonction de où elles se trouvent et de ce qu'elles ont dans les granules. Donc, il y a des mastocytes dans le système digestif et celles-ci auront, dans les sinus, ils auront la tryptase, quelque chose qui va assouplir les tissus. Et dans d'autres endroits, dans le tissu conjonctif, la peau, les articulations, les muscles, la submucose intestinale, nous avons les mastocytes qui contiennent pas seulement la tryptase, mais une autre enzyme qui s'avère essentielle pour la modélisation, pour récupérer les tissus, c'est la chimase. Et dans un article médical qui a parlé de l'anaphylaxis, ils utilisaient la tryptase et la chimase comme manière de voir si une personne avait une réaction anaphylactique ou pas, c'est-à-dire une allergie finalement, une réaction dans le corps à cause d'une allergie. Les mastocytes ont été identifiés dans les vertébrés, que ce soit donc les hommes, des mammifères, mais aussi dans des poissons, des oiseaux, des grenouilles. Et ce qu'on a vu ces 30 dernières années, c'est que les mastocytes ne sont pas seulement impliqués dans la réponse du système immunologique, ils participent aussi à la défense des tissus, ils participent à la régulation du flux sanguin, à la coagulation, et ils participent aussi dans le système reproductif. Et c'est une manière d'avoir des récepteurs d'estrogène et de progestérone qui puissent répondre à l'environnement qui les entoure, d'hormones sexuelles, de sécrétion. Eh bien, il s'agit de voir comment on peut modifier la production d'estrogène, de progestérone. Donc les mastocytes ne font pas seulement partie de la défense tissulaire, mais aussi de la réparation tissulaire. Ce que je veux dire par défense et réparation tissulaire, c'est que nous pensons que les mastocytes ont une homéostase en eux. Qu'est-ce que l'homéostase? Eh bien, nous devons opérer dans des certaines limites contenues en eau dans nos corps, la régulation de la température, de sorte que nous soyons près d'une température proche à 37 degrés Celsius. Il faut maintenir des nutriments, éviter les déchets dans le corps, expulser les déchets. Donc, il faut maintenir certaines limites pour que le corps fonctionne bien. Et si nous ne pouvons pas maintenir ces niveaux, ces paramètres, à ce moment-là, on va s'ajuster à ce que le corps va nous laisser faire. Donc, l'homéostase, alors en essayant de maintenir l'équilibre dans le corps, le système immunologique, avec ces fibres nerveuses et les mastocytes en soi, eh bien, ils vont avoir un rôle essentiel dans la surveillance de ce que font les tissus et la détection des dangers pour coordonner la réponse dans la réparation tissulaire. Tel que vous pouvez le voir ici, en bas à gauche, les mastocytes se trouvent près de la surface, de n'importe quelle surface qui soit exposée à son environnement. On parle chez un jeune adulte des surfaces comme la peau, ou les parois, la paroi intestinale, la paroi du système urinaire. Et nous voyons qu'il y a différents récepteurs de la surface qui vont identifier s'il y a un changement dans l'activité de leur environnement, dans leur micro-environnement. Et à ce moment-là, donc ils vont reconnaître ces dangers, libérer des agents chimiques pour maintenir les dangers de la meilleure manière possible, et puis recruter toutes cellules ou protéines de la circulation pour essayer de contenir ces dangers. En plus de la réponse aux dangers sur les tissus et réparer l'usure d'autres processus, les mastocytes vont coordonner la réparation tissulaire, comme nous le disions avant. Ils vont recruter les nutriments, ils peuvent altérer le flux sanguin, l'augmenter ou le diminuer dans des endroits où il y a des blessures dans les tissus. Donc les mastocytes jouent un rôle clé
dans l'équilibre quand il s'agit de contrôler les informations pour bien les utiliser et pour bien faciliter la réparation tissulaire lorsqu'il y a des dangers. Mais si ces médiateurs chimiques sont libérés d'une manière inadéquate, on aura des pathologies, des symptômes qui ont trait à l'hypersensibilité. Les mastocytes participent à la défense tissulaire, à la réparation tissulaire, nous l'avons déjà dit, mais si la libération des agents chimiques ne sont pas bien faits, il y aura des symptômes chez des personnes, comme par exemple les personnes qui ont souffert de coronavirus. Bien sûr, on a vu le rôle des mastocytes dans ces cas-là. C'est aussi impliqué dans certains cancers. Bon, pour vous donner un certain temps et absorber ces informations, je vais vous parler du fait que la société L'Or dans l'os a fait comme sien l'icône des zébras, car quand on passe aux personnes qui ont des troubles du tissu conjonctif, il faut savoir que quand on pense au cheval, on pense aux zèbres, et nous sommes tous des zèbres. Il y a différentes manifestations dans la maladie, et c'est comme les zèbres, chacun est différent, les rayures des zèbres sont différentes, et les manifestations des maladies sont différentes. Bon, je vais vous montrer quelques photos pour dire que nous avons différentes rayures, et ici c'est une zèbre qui se roule dans la boue, et ici deux zèbres qui sont dans la boue aussi, qui essaient de se refroidir. Passons maintenant à ce qui a pu participer dans l'épidémie du XXe siècle, c'est les troubles de l'hypersensibilité, car au début du siècle, c'était les troubles infectieux, les maladies infectieuses qui provoquaient beaucoup de morts, mais grâce aux efforts de beaucoup de personnes qui ont participé à l'âge d'or de la médecine, nous avons vu une diminution significative des maladies infectieuses comme la tuberculose, l'hépatite A, la frère rhumatique, les oreillons, différentes maladies. Mais c'est vrai qu'en contrôlant nos sources en eau, nos sources d'alimentation, notre environnement, ainsi qu'avec le rôle des vaccins, bien sûr, nous avons vu une diminution des maladies infectieuses, mais nous avons vu par contre une augmentation des maladies qui viennent de l'hypersensibilité, comme par exemple l'asthme, on inclut l'asthme, le diabète type 1, les maladies inflammatoires de l'intestin, bon, différentes maladies. Moi, je pense que ainsi, les mastocytes sont essentiels dans le développement de ces troubles de l'hypersensibilité, mais les mastocytes sont souvent ignorés par la communauté médicale parce qu'on n'en a pas assez parlé dans la période de formation médicale à l'université, ni dans les internats de médecine. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, ou on ne parlait pas assez dans le passé. Par rapport à d'autres éléments du système immunitaire comme la peau, la paroi intestinale, les barrières physiologiques qui nous aident à éliminer des toxines avec des changements de pH, le rôle de la température, de la formation. On parle de macrophages, de cellules NK, mais les mastocytes sont ignorés malgré le fait que les mastocytes sont essentiels au maintien de la sécurité dans les cellules et qu'on peut coordonner la réparation tissulaire. Qu'est-ce qui pourrait amener des personnes à avoir des problèmes avec les troubles de l'hypersensibilité? Eh bien, je dois dire que les personnes qui vivent dans le monde occidental développé sont victimes d'une société qui s'est tellement modernisée, qui s'est tellement éloignée de l'environnement, que leur système immunitaire n'ont pas la possibilité, bien sûr, de changer et d'évoluer suite à l'exposition d'agents chimiques comme les microtoxines que nous trouvons dans les moisissures, les agents chimiques qui sont rajoutés à nos aliments, la manière dont sont faits nos vêtements, de fabriquer les meubles. Et il y a aussi différents types de traumatismes qui font que les personnes soient susceptibles à des dysfonctionnements du tissu conjonctif et des mastocytes. Et c'est ce qui se produit sûrement dans beaucoup de personnes qui ont
une génétique qui les rend susceptibles au syndrome de l'Ehlers-Danlos hypermobile ou HSD, les troubles du spectre hypermobile. Donc, pour répéter, ce qui pourrait se passer, c'est que l'appareil respiratoire, intestinal, ils sont exposés constamment à l'environnement, et finalement, on voit qu'il y a 10 fois la quantité de corps étrangers que nous avons dans notre corps. Et c'est à ce moment-là, dans ce bord. Mais c'est bien sûr, c'est le système immunitaire qui va lutter contre ces corps étrangers. Il faut voir s'il n'y a pas de danger, de tissus, de blessures. Et en fonction des blessures, des dangers, il y a des cellules qui vont être recrutées pour lutter contre ces dangers. Et une fois que le danger est contenu, une fois qu'il y a une reconnaissance des dangers, des corps étrangers, il y a une réponse tissulaire qui va s'articuler. Donc soit si on est trop lent, on n'a pas assez de facteurs appropriés pour contenir certains dangers, on va peut-être se sentir mal, ou alors si on réagit à des entités inoffensives, ça peut être aussi un danger. C'est le yin et le yang de l'activité qui nous protège. Donc il y a des articles de cette personne qui a fait des études pendant 20 ans et il montre l'association du dysfonctionnement mastocytaire avec les troubles de l'hypersensibilité, avec des urticaires, des dermatites, des troubles dermatologiques, l'asthme, la psoriasis et d'autres associations encore, bien sûr, des différentes infections, le syndrome du côlon irritable, l'obésité, bien aussi, des problèmes neuropsychologiques, l'autisme, ou des personnes qui sont dans le trouble, dans le spectre de troubles de l'apprentissage. Donc les troubles typiques mastocytaires, cela inclut que la dérégulation mastocytaire a été observée ces 20 dernières années. D'ailleurs, nous pensons que une personne sur deux d'entre nous auront une forme de problème d'activation mastocytaire. On voit maintenant qu'il y a l'allergie, les problèmes d'allergie au pollen, c'est une réaction mastocytaire due au pollen, l'asthme, des urticaires, des dermatites, des problèmes de la peau qui piquent. Et nous pensons qu'un Américain sur 50 ont eu une réaction anaphylactique et d'autres personnes ont des médicaments, bien sûr, pour lutter contre ces possibles réactions allergiques soudaines, les anaphylaxis. Et nous voyons des syndromes où nous avons une irritation des lèvres, de la bouche, quand on mange certains légumes, certains fruits et légumes, ce sont des allergies alimentaires. Je dirais que les mastocytes ne sont pas seulement activés par les allergènes, c'est-à-dire les immunoglobulines E spécifiques aux allergènes, mais c'est aussi dû à des changements environnementaux, de la température, l'humidité, de l'exposition à certains agents chimiques que nous passions de personnes, des objets de toilette personnels ou des produits de nettoyage. Il y a aussi beaucoup de troubles d'activation mastocytaire qui ne sont pas classiques, qui mettent en relief le rôle des mastocytes dans ces troubles chroniques, comme cela inclut des vaginites douloureuses, des migraines, le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Je donnerai davantage de détails tout à l'heure. Des cystites interstitielles, de différentes maladies, qui ont tous trait à la mauvaise libération de ces granules mastocytaires au moment de l'activation mastocytaire lors de l'entrée d'allergènes. Voilà quelques exemples des histoires que j'ai entendues chez les patients qui sont venus me voir à mon cabinet et qui ont eu des épisodes récurrents d'urticaire, de douleurs abdominales, d'intolérance alimentaire, alors qu'ils toléraient certains aliments dans le passé mais ne les tolèrent plus, des épisodes d'asthme, d'anaphylaxis, par exemple, une réaction allergique en entrant dans une piscine ou en entrant dans un centre commercial avec beaucoup de fragrances, de parfums. Donc, des fois, ça traite à une mastocytose
Et il s'agit d'aller voir des spécialistes pour voir si c'est un trouble d'activation mastocytaire ou une mastocytose. Cela dépend. En 2007, on pensait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient une réaction, mais on ne voyait pas d'une mastocytose, on ne voyait pas d'autres problèmes, c'était pas une allergie. Donc cela a amené à beaucoup de spécialistes, différents spécialistes, d'adopter un consensus pour le diagnostic de l'activation mastocytaire, le syndrome de l'activation mastocytaire. C'est une formule simple où on essaye d'identifier des personnes qui ont des symptômes récurrents qui ont un impact sur au moins un système d'organes et qui n'arrivent pas à soulager la réponse mastocytaire. Et une fois qu'on a les faits, qu'est-ce qu'ils nous disent que ce sont les mastocytes et pas d'autres cellules qui peuvent libérer ces médiateurs chimiques qui pourraient contribuer aux symptômes et aux signes qu'ont expérimenté ces personnes pendant sûrement des années. Je peux vous dire qu'en moyenne, je vois au moins 5 ou 6 personnes par semaine qui essayent de comprendre s'ils ont un trouble mastocytaire qui contribue à leur intolérance alimentaire, aux gènes urinaires, aux problèmes intestinaux, aux démangeaisons, aux difficultés respiratoires. Encore une fois, c'est une liste des symptômes, savoir si certains médicaments nous aident à nous améliorer, ou les bloqueurs d'histamine, etc. C'est à partir de ça qu'on va voir quand on est la cause. Donc, on va regarder avec certains critères quelles sont les informations communiquées par les personnes pour voir s'ils ont un problème mastocytaire clonal ou non clonal. Nous avons ici à gauche un rapport qui vient d'Espagne, qui a observé des individus diagnostiqués de mastocytose, et on voit que la grande partie des symptômes affichés, ce sont des problèmes de la peau, ce qui inclut des démangeaisons. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes intestinaux, gastro-intestinaux. Et le troisième symptôme le plus fréquent, ce sont les symptômes neuropsychiatriques, comme des problèmes de l'humeur, des migraines. Il y a aussi des données qui nous montrent qu'il y a une plus grande charge mastocytaire chez les personnes qui souffrent d'arthrose ou des problèmes dans leur foie. Il y a d'autres collègues comme Matthew Hamilton qui ont présenté l'un des premiers articles qui observait les personnes qui n'avaient pas de troubles d'activation mastocytaire. Alors, c'était des non-clonaux. Alors, ils ont fait une étude sur des personnes qui avaient participé à une clinique qui avait été traitée dans une clinique pour l'intestin irritable. Et c'était une population adulte avec une étude réalisée sur 2 ans. Ils ont observé des patients qui avaient au moins des symptômes autres que les problèmes gastro-intestinaux et qui pouvaient nous faire penser à une activation mastocytaire, un dysfonctionnement de l'activation mastocytaire. Donc, pendant 2 ans, ils ont pu identifier 20 personnes qui avaient été traitées au moins pendant 5 ans pour un syndrome de l'intestin irritable et pour lesquels on a vu qu'il y avait un syndrome d'activation mastocytaire qui contribuait à leurs symptômes. Ces personnes se plaignaient de problèmes digestifs, dermatologiques. Et encore une fois, il y avait les troubles neuropsychiatriques et c'était le troisième symptôme communiqué par ces personnes. Donc, si nous passons au deuxième critère, d'accord, oui, nous avons ces symptômes, ces signes, mais est-ce que les patients vont répondre aux médicaments qui antigonisent ou bloquent l'action des mastocytes ou d'autres médiateurs? Eh bien, ici, nous voyons qu'il y a beaucoup d'agents qui ont été utilisés pour ces patients. Peut-être des patients qui ont peut-être ces symptômes, des fois, on peut les avoir en pharmacie sans prescription. Il y a certains facteurs, des symptômes qui vont agir, c'est les bloqueurs de l'histamine, comme des médicaments comme Benadryl, Zantac, ça s'appelle plus Zantac, mais bon, Pepcid, différents médicaments qui vont agir aussi. Il y a les agents tricycliques.
d'autres médicaments, les stabilisateurs, corticostéroïdes. Il y a aussi d'autres médicaments qui existent depuis 2003, biologiques, qui sont utilisés pour l'asthme avec une composante allergique, et aussi pour les personnes qui ont des démangeaisons pendant plus de 6 semaines. À ce moment-là, Xolair a été utilisé par exemple. Il y a aussi l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise qui nous aide, pas pour diagnostiquer l'activation mastocytaire, mais pour traiter les troubles de l'activation mastocytaire. Parce que non seulement ils vont diminuer l'activité mastocytaire, mais ils peuvent avoir aussi des impacts dans d'autres organes qui pourraient contribuer à ces symptômes. Le troisième critère, une fois que nous avons compris cela, qui va suggérer le dérèglement mastocytaire, eh bien, c'est les types de marqueurs que nous avons, les médiateurs également. On a les lymphocytes, les basophiles, les ésophiles, les plaquettes aussi, les globules rouges, les érythrocytes. Eh bien, par contre, les mastocytes ne sont pas trouvés dans le sang de manière à être détectés. Donc, pour avoir des preuves qui suggèrent qu'il y a une dérégulation mastocytaire, la meilleure approche de soin pour identifier une activation, un syndrome ou un trouble de l'activation mastocytaire, c'est d'avoir une biopsie de la peau. Et vous vous souviendrez peut-être que les mastocytes aiment être des soldats solitaires. Et si vous voyez que les mastocytes sont en groupe, elles sont regroupées, ces cellules. Et si vous faites des tests secondaires avec des marqueurs d'activation comme le CD25, CD30, CD2, ces marqueurs d'activation mastocytaire seront facilement détectables sur une biopsie de la peau, une biopsie de l'appareil digestif. Si vous n'arrivez pas à accéder aux tissus et à avoir de bons tests de coloration, nous recommandons d'utiliser d'autres tests avec des marqueurs comme la tryptase de sérum. C'est le marqueur le plus typique pour le syndrome d'activation mastocytaire. Donc pour cela, nous avons le niveau de base de tryptase pour une personne, et si cette personne a une activation mastocytaire qui fait augmenter le niveau de mastocytes, il faudra vérifier le niveau de tryptase 36 heures après l'aggravation des symptômes. D'autres marqueurs qui pourraient suggérer une activation mastocytaire, mais qui ne sont pas forcément concluants, c'est de vérifier le niveau d'histamine dans le sérum et aussi de voir de la métabolisation de la prostaglandine dans le sérum, le niveau d'histamine, de métabolite d'histamine dans l'urine. C'est un peu compliqué pour les tests d'urine, car il faut que l'urine, cet échantillon d'urine soit maintenu au froid, donc non seulement par le patient, mais aussi par les agents de laboratoire, jusqu'à ce qu'on puisse l'emmener aux quelques laboratoires du pays qui vont faire ce type de test. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres marqueurs pour identifier le syndrome d'activation mastocytaire, mais actuellement, il n'y a pas suffisamment de données qui puissent suggérer que l'héparine, par exemple, présente une corrélation avec l'activation mastocytaire. Ça pourrait participer à d'autres troubles mastocytaires, mais il n'est pas suggéré que l'héparine nous aide à diagnostiquer le syndrome d'activation mastocytaire en soi. Donc, une fois que vous obtenez les données, et disons que les données sont ambiguës, il faut à ce moment-là penser aussi qu'il pourrait y avoir une possibilité en fonction, vu la relation des mastocytes avec les cellules névralgiques, le tissu conjonctif et d'autres cellules du système immunitaire. Il faudra s'assurer que les mastocytes sont le facteur essentiel de cette pathologie, qu'il n'y ait pas d'autres maladies qui n'a pas encore été diagnostiquée, une maladie sous-jacente qui puisse contribuer à cela. Ici à droite, vous avez la liste des pathologies qui disent suivre les mêmes symptômes que l'activation mastocytaire. Donc par exemple, des maladies comme la dysautonomie, par exemple, ou d'autres symptômes, des symptômes aussi digestifs. Nous voyons aussi le syndrome de l'intestin irritable, où l'activation mastocytaire n'est pas le principal responsable, comme vous l'avez vu dans l'étude de Hamilton et ses collègues. Après une étude de surveillance de 2 ans, seulement 20 patients étaient on a vu seulement chez 20 patients que l'activation mastocytaire était responsable de ce symptôme
d'intestin irritable. Et désolé, c'est la fin de la présentation. La présentation était trop longue et pour des raisons de temps, nous avons dû raccourcir la présentation.